1599. Depuis quelques mois, avec la promulgation de l'édit de Nantes, les guerres de religion sont éteintes en France. Une amnistie vient pacifier un pays durement touché par 35 années de déchirement. Les protestants ont désormais la liberté de culte et de conscience. Ils récupèrent leurs temples, leurs droits civiques, et obtiennent des territoires comme La Rochelle ou Saumur, dites villes de sûreté. 1611. La régente de France négocie à Fontainebleau un rapprochement entre la France et l'Espagne. Marie de Médicis organise ainsi une paix durable entre les deux voisins. Le mariage de Louis XIII avec l'infante Anne d'Autriche sera décidé à cette occasion. 1619. Cette année est marquée par l'arrivée des premiers Africains en Amérique du Nord. Amenés par des Hollandais, ils vont travailler aux travaux les plus éprouvants. Ils seront bientôt exploités sans vergogne, considérés et traités comme des esclaves au service des Blancs. 1625. Le général Spinola prend la ville de Breda après une année de siège. Cette victoire marque la reconquête par l'Espagne des Provinces-Unies. Avec les lances ou la reddition de Breda, Velázquez immortalise les victoires de son pays. 1630. Le 10 novembre, Marie de Médicis, violemment opposée à Richelieu, exige de son fils Louis XIII le renvoi du cardinal. La reine-mère croit enfin avoir gain de cause, mais le roi convoque Richelieu et, au lieu de le démettre, l'assure de sa confiance. 1635. Le 19 mai, Louis XIII rompt la trêve qui l'unissait à l'Espagne et déclare la guerre à Philippe IV. Quelques mois plus tard, c'est Ferdinand II qui déclare la guerre à la France. Désormais, l'Allemagne et l'Espagne s'opposent à la France, aux Provinces-Unies et à la Suède. La guerre gagne ainsi l'Europe entière. 1649. La publication du premier code civil en Russie vient renforcer un état de fait. Les nobles peuvent désormais léguer leurs terres et les serfs qui y sont attachés. Des peines très dures sanctionnent les récalcitrants. 1660. Le Parlement anglais rétablit la monarchie. Charles II, réfugié en Hollande, est proclamé roi le 8 mai. Il va désormais gouverner le pays avec un parlement fort qui vient de le remettre sur le trône. Donc voilà les prémices de la monarchie constitutionnelle de 1689. 1599. À la cour, on aime les fraises tuyautées que l'on porte serrées autour du cou. On sacrifie aussi à la mode espagnole et les hommes comme les femmes se parent de perles. Elles sont cousues et mêlées aux broderies, portées en collier ou en pendentif. Les hommes les plus coquets se font même percer les oreilles. 1609. La création de la Banque d'Amsterdam vient concrétiser l'importance commerciale et financière du port. La ferrée Ville du Nord devient en quelques années l'une des plus grandes places financières d'Europe. 1620. Cette année, les colons du Mayflower ont abordé les côtes américaines. Leur installation est difficile et la petite communauté doit sa survie aux dindes qui peuplent les côtes du Massachusetts. C'est pour remercier cette providence divine qu'ils décident de consacrer chaque dernier jeudi de novembre à la célébration du jour de Thanksgiving. 1626. C'en est fini des duels. Louis XIII les interdit car ils font trop de dégâts à la cour. Quelques seigneurs querelleurs se plaisent en effet à trucider leurs contemporains comme le jeune Bouteville qui, à 28 ans, comptait déjà plus de 20 combats à son actif. 1630. Désormais, les postes seront à la charge exclusive de l'État. Les symboles royaux orneront les calèches et les enseignes des innombrables relais de poste qui quadrillent le territoire français. 1631. Richelieu confie le monopole de la presse à Théophraste Renaudot, en qui il voit un fidèle partisan du roi. Chaque semaine, la Gazette de France publiera des nouvelles et des textes dont certains seront signés du roi lui-même. 1650. Phénomène dû aux conquêtes et au développement du marché avec les Indes, les Anglais découvrent le thé qu'ils boivent infusé à la mode indienne. La consommation du thé deviendra au fil du temps une habitude dont les Britanniques ne pourront plus se passer. 1660. C'est le scientifique danois Nicolas Steno qui met en évidence le fonctionnement musculaire du cœur. Nommé évêque de Titiopolis en Grèce, il est également l'un des pères de la paléontologie. 1598. Le compositeur français Claude Lejeune poursuit ses études sur la musique antique et tente d'en retrouver les consonances polyphoniques dans son dodécacorde.
1609-1617. L'architecte Mehmet Aga construit à Istanbul une monumentale mosquée pour le sultan Ahmed Ier. On peut admirer sa décoration intérieure, dominée par des mosaïques de couleur bleue. 1618. Le célèbre dramaturge espagnol Lope de Vega publie Fontocrabe, une œuvre qui met en scène l'opposition d'un village contre un despote. Ce dernier sera tué par les villageois qui, unis face aux juges, seront tous graciés. 1620-1629. Organisé depuis le XVIe siècle dans tout le Japon, le kabuki connaît un véritable engouement. Les spectateurs délaissent les spectacles de No et se prestent aux représentations du théâtre kabuki où tous les rôles sont tenus par des hommes. 1630. Le séducteur de Séville et le convive de Pierre, comédie du dramaturge espagnol Tirso de Molina, met en scène pour la première fois le personnage de Don Juan, qui inspirera ensuite de nombreux auteurs et compositeurs. 1640-1650. Depuis quelques années déjà, l'Italie et sa capitale connaissent l'avènement d'un style nouveau appelé art baroque. On pourrait le décrire comme une exubérance et une exaltation des sentiments et des émotions. Ce mouvement influencera l'architecture, mais aussi la peinture, la musique et la sculpture dans toute l'Europe du XVIIe siècle. 1656. Fouquet fait construire le château de Vaux-le-Vicomte. Louis le Vau en établit des plans, le Bain la décoration intérieure et le nôtre les jardins. L'arrogance de Fouquet et les fastes de son château contribueront à sa mise à l'écart par Louis XIV. 1660. Précédé par le succès de ses dernières pièces et soutenu par le frère du roi, Molière reçoit de Louis XIV le théâtre du Palais Royal, où il s'établit avec sa troupe. Il y restera jusqu'à sa mort, qui surviendra quelques instants après une représentation du Malade imaginaire. 1599. Le Caravage choque et crée un scandale avec sa représentation de la vocation de Saint Matthieu. Pour la première fois, il ose présenter les protagonistes sous l'angle cru du réalisme, dans une auberge sombre au décor fruste où les clients jouent aux cartes. 1609. Rubens, de retour d'Italie, revient aux Pays-Bas où il travaille sous la protection des régents Albert et Isabelle. Il réalise alors des œuvres d'une conception et d'un dynamisme baroque inspirés des grands maîtres italiens. 1621. Ami et élève de Rubens, Van Dyck part pour l'Italie, où il séjournera jusqu'en 1626. Très influencé par le travail de Rubens, Van Dyck le quitte pour mieux affirmer son style. Il revient à Anvers, puis part pour Londres, où il est nommé peintre officiel de la cour. Son œuvre est marquée par une série de portraits qui influenceront des générations de peintres. 1627. Simon Vouet a les faveurs de Louis XIII, qui le fait revenir d'Italie, où il est installé depuis 15 ans, et le nomme peintre du roi. Le style de Vouet, composition théâtrale, perspective généreuse et maniérisme, marquera la production picturale de l'époque. 1629. Le peintre italien José de Ribera vient d'achever le martyre de Saint-Barthélemy. Velázquez, qui est à Naples cette année-là, lui rend visite et admire le chef-d'œuvre. 1632. Rembrandt réalise l'une de ses plus célèbres œuvres, mais aussi sa première commande d'importance. Le succès de ce tableau lui vaudra d'être considéré comme l'un des peintres les plus talentueux de son temps. 1651. David Tenier, peintre et conservateur de la collection du gouverneur des Pays-Bas, réalise ici une œuvre où l'amateur avisé retrouvera les maîtres de la Renaissance, Giorgione, Raphaël, Rubens ou encore Titien. 1660. Nicolas Poussin, au sommet de sa gloire, réalise Les 4 saisons, une série qui est considérée comme son chef-d'œuvre. Il est installé en Italie comme de nombreux peintres de son époque, et son œuvre est inspirée par les travaux de Titien et de Raphaël. 1599. Diego Velázquez naît dans une famille de la petite noblesse sévillane. Comme les jeunes gens de sa condition, il apprend le latin, les langues et la philosophie. 1609-1616. À 11 ans, le jeune Diego entre comme apprenti auprès du célèbre peintre Francisco Pacheco. Il règne dans l'atelier du maître une vive animation culturelle. Velázquez est entouré des poètes, des artistes de Séville, et c'est là que naît sa vocation de peintre. 1617-1622.
À 18 ans, Velázquez est peintre. Il est désormais un maître. Un an plus tard, il épouse Juana, la fille de son ami et maître Pacheco. Le vieux peintre aide alors son gendre et lui procure ses premières commandes. 1623-1628. Velázquez ne veut pas rester à Séville, il part à Madrid pour proposer ses services au roi. La première tentative échoue et il revient au pays. En 1623, il réussit à faire poser le roi. Son portrait de Philippe IV est un chef-d'œuvre admiré de tous. Quelques mois plus tard, Velázquez sera nommé peintre du roi. 1629-1630. Velázquez part pour l'Italie, un voyage d'une année qui le mène à Gênes, Milan, Venise, Naples et Rome. Ébloui, il découvre les peintres de leur naissance. Son œuvre est fortement influencée par l'art italien de l'époque. 1631-1648. À son retour, Velázquez est fêté et sollicité. Tous les grands d'Espagne réclament leurs portraits. Velázquez a de nouvelles charges à la cour de Philippe IV. Il organise des fêtes et accompagne le roi dans ses déplacements. 1649-1659. Velázquez quitte l'Espagne pour retourner en Italie. En mission pour son roi, il va constituer l'une des plus formidables collections de tableaux italiens. Revenu en Espagne, il est nommé grand maréchal du palais. En 1658, le roi lui décerne le titre de chevalier de l'ordre de Santiago. 1660. Cette année, Velázquez organise les noces de l'infante Marie-Thérèse et de Louis XIV, symbole de la paix qui unit les deux puissances voisines. Mais le voyage est très fatigant et le peintre ne s'en remet pas. À son retour à Madrid, épuisé, il meurt malgré tous les soins dont l'entourent les médecins. Philippe IV, son protecteur de toujours, aura ces mots pour son peintre préféré. « Je suis affligé.